Vous trouvez que les réseaux sociaux et leurs contenus peuvent parfois être toxiques? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 354. Et oui, la toxicité des réseaux sociaux. Attention, je ne dis pas que les réseaux sociaux sont nocifs, qu'ils sont toxiques, mais c'est vrai que certains contenus peuvent s'avérer vraiment nocifs. On parle de nocivité pour notre santé physique, notre santé mentale, pour nos démocraties, pour notre économie, pour plein de choses. On parle de ces contenus toxiques, de systèmes de surveillance, de contenus haineux, dangereux qui circulent, et sans parler des contenus idiots qui sont là devant nous à circuler et qui masquent parfois des contenus beaucoup plus intéressants. Alors d'ailleurs sur YouTube en ce moment c'est un petit peu... Enfin, YouTube est au centre de plein de polémiques sur les contenus qui passent, qui ne passent pas, sur les algorithmes, etc. Et oui, parce que c'est le problème des algorithmes. En fait, c'est vraiment le cœur du problème, c'est cet algorithme. L'autre jour, par exemple, je voyais une discussion, vous savez, j'avais reçu Jean-Vier il y a pas longtemps, Jean-Baptiste Vier, et sur marketing, sur YouTube, etc. Et il s'étonnait du contenu de l'onglet tendance dans YouTube. Il disait, des gens se filment pendant 24 heures menottés en train de manger du chocolat, et des gens les regardent. Et il était étonné, et c'est vrai que ce matin, je suis allé regarder l'onglet tendance de YouTube, et franchement, j'ai pas trouvé grand chose de très intéressant. J'ai surtout vu des vidéos qui sont à peu près toutes construites de la même manière, voilà, avec des manières d'attirer, etc. On a vraiment beaucoup de techniques, qui finalement nous dit qu'on a lutté contre le clickbaiting, etc., le piège à clic, mais finalement, non, puisque quand on regarde les titres des vidéos YouTube, les vignettes, on voit que ce n'est toujours pas le cas. Et on pourrait se demander, quand on regarde ces vidéos-là, si le monde est fou, si c'était mieux avant, s'il faut éduquer les gens aux réseaux sociaux aussi, par exemple, s'il faut améliorer l'école contre l'internet, faire surveiller par le CSA, toute cette petite merde-là qui circule par moment. Et mais en fait, le point central finalement de tout ça, quand on y réfléchit, c'est les algorithmes. Parce que finalement, cette fameux onglet tendance, c'est quoi qui le construit? C'est l'algorithme. C'est un algorithme purement mécanique qui a été construit par YouTube officiellement pour améliorer notre vie sur ces outils-là, pour qu'on consomme du meilleur contenu, en tout cas du contenu meilleur au sens meilleur pour nous par rapport à ce qui nous intéresse, c'est comme ça qu'il est justifié. Ils vont nous dire, ça va nous montrer les messages qui nous intéressent, ça nous évite d'être submergés d'informations, ça nous permet de discuter avec les gens qui comptent le plus pour nous. Ça c'est le message de Facebook qui vous dit, il y a que les gens qui comptent vraiment pour vous, dont vous voyez les messages. Dans la réalité, en fait, ces algorithmes faussent tout. Ils sont faits pour nous rendre plus accros, ils sont faits pour que nous soyons toujours sur ces outils-là. Ils sont faits pour faire marcher la machine publicitaire. Ils ne sont pas faits pour nous rendre service, mais pour faire de l'argent. J'écoutais ou je lisais un contenu hier qui disait, de toute façon, sur Facebook, la pub peut coûter cher ou pas cher. Il y a des produits pour lesquels ça coûtera très cher, tout simplement parce que dans l'algorithme de Facebook, ça fait pas rire, c'est pas drôle, etc. Donc, si vous voulez vraiment parler de ça sur Facebook, Facebook vous fera payer ça très très cher. C'est l'une des réalités. Une réalité aussi, c'est que ça nous amène à formater notre pensée. Si par exemple je me rends compte qu'un certain type de contenu fonctionne bien sur mon compte Instagram, que l'algo l'aime bien, qu'il le montre à plein de gens, que ces gens-là réagissent, qu'est-ce qui va se passer? Je vais finir par faire ces contenus-là. C'est la même chose sur YouTube, et c'est pour ça qu'on finit par voir toujours les mêmes types de vidéos sur YouTube, qu'il y a des tendances qui se circulent beaucoup, que toutes les vidéos sont faites de la même manière, tout simplement parce que on passe notre temps à vouloir hacker les algorithmes. Comment on fait pour hacker l'algorithme de Facebook, pour apparaître dans le flux, pour apparaître dans le fil d'actualité? Et le grand jeu en ce moment, par exemple, c'est de décortiquer l'algorithme de LinkedIn. Faut-il mettre tel ou tel type de message? Quels commentaires faut-il mettre? Est-ce qu'il faudrait pas mettre un premier commentaire, mais 10 ou 12 heures après le premier message que j'ai mis? Quand, comment, etc. Tout ça, en fait, c'est le décortiquage des algorithmes. Moi, j'ai fait des cours complets et des formations complètes sur ces algorithmes, sur comment ils fonctionnent, etc. Et ça change en permanence. Au bout d'un moment, c'est un petit peu lassant d'ailleurs, parce que finalement, on passe notre temps non pas à créer du contenu, mais à essayer de trouver comment ce contenu-là va passer à travers les mailles de l'algorithme. Le grand jeu d'ailleurs dans ce monde dans lequel nous vivons est de culpabiliser l'autre et notamment le consommateur. Ainsi, si on passe trop de temps sur Facebook, c'est notre faute. Si des gamines deviennent complexées car elles ressemblent pas vraiment à ce que leurs influenceuses préférées font et mangent, quoi que ce soit, sont sur Instagram, c'est la faute de la gamine et c'est pas du tout la faute de l'algorithme. Vraiment, c'est pas du tout la faute de l'algorithme. C'est pas du tout la faute de l'algorithme si des vidéos débiles éclipsent le contenu intéressant. C'est la faute finalement des gens qui regardent et jamais de ceux qui produisent ou du système qui les incite à en produire toujours plus. Et ça nous rappelle un peu le débat, vous savez, sur l'écologie. Si on trouve qu'on a trop de cartons dans notre monde, qu'il y a trop de cartons, c'est la faute du consommateur. C'est la faute du consommateur qui n'achète des yaourts que s'ils sont dans du carton, qui va
acheter des bananes enveloppées dans du plastique, c'est pas la faute des marques, vraiment jamais la faute des marques, si elles enveloppent les cartons, les pubs, etc. Enfin, vous voyez, si tout ça c'est dans un espèce de gros bordel de carton, et si finalement, juste après la caisse, derrière, il faudrait jeter tous les cartons qui enveloppent nos 3 yaourts, enfin 3 ou 4 yaourts, alors que finalement, il fut un temps où c'était pas fait comme ça. Et ça me rappelle, par exemple, ces documentaires, vous voyez, sur Coca-Cola, qui a abandonné petit à petit ces bouteilles en verre qui étaient consignées, et donc on avait un intérêt à ramener pour être recyclées, et qui préfère maintenant faire des bouteilles en plastique, et qui nous dit, bah oui, mais les bouteilles en plastique, maintenant il faut les traiter, ça pollue, etc. On passe notre temps finalement à venir essayer de réparer un problème qui n'existait pas à une époque, tout simplement parce qu'on réfléchissait différemment. Et l'algorithme, en fait, il a ce problème-là, en fait, c'est que de nombreuses sociétés tech ne sont pas toxiques par la nature de ce qu'elles voulaient faire au début, mais par finalement la construction qu'elles ont sur des algorithmes qui eux sont toxiques et qui sont construits pour maximiser leurs bénéfices au lieu de maximiser le service qu'ils vont nous rendre. Et c'est pour ça que je dis tout simplement que si Facebook devrait vraiment s'améliorer, il devrait tuer le fil d'actualité et l'algorithme qu'il y a derrière le fil d'actualité. Facebook ne devrait pas afficher ces messages selon tout un tas de calculs. En fait, Facebook devrait afficher les messages de personnes et de marques auxquelles l'utilisateur s'est vraiment abonné et uniquement dans une liste chronologique simple que nous sommes capables de comprendre. Aucun filtrage algorithmique, pas de bulle, pas de regroupement de calcul ou quoi que ce soit. Il en est de même sur Instagram. Finalement, si au bout d'un moment je trouve que je vois trop d'informations, si ces informations que je vois ne m'intéressent pas, je devrais être en mesure de dire bah non, j'ai pas envie de les voir et finalement je me désabonne tout simplement, plutôt que de dire Facebook va essayer de faire un tri qui finalement ce tri il s'avère souvent qu'il est nocif ou toxique puisqu'il nous amène à ne plus voir ce qu'on voudrait voir et nous amène à voir des choses qu'on ne voudrait pas voir. Donc si on est dans cette situation là, c'est que l'algorithme en lui-même est toxique et qu'il ne fonctionne pas. Twitter d'ailleurs devrait se méfier de vouloir ajouter ce fameux algorithme. Quand ils l'ont ajouté, il y a eu une levée de bouclier, ils sont remis la fonctionnalité qui permet de revoir le tri tout simplement temporel, chronologique, simple. Les vidéos YouTube ne devraient pas être lues automatiquement non plus parce que finalement, qu'est-ce qui se passe ? Cette lecture automatique, les statistiques qui vont avec, etc. Font que ça truande, où on essaye en tout cas de truander l'algorithme, et finalement on devrait aussi se débarrasser de ces fameuses vidéos recommandées. Vous savez, souvent vous avez des vidéos recommandées, vous avez l'impression qu'elles peuvent être intéressantes, mais bien sûr, elles sont intéressantes pour vous faire passer beaucoup plus de temps dessus, mais au bout d'un moment, finalement, vous finissez par regarder du contenu que vous ne cherchez pas, qui peut-être ne vous intéressait pas au départ, et vous vous rendez compte que vous passez beaucoup de temps dessus. Et qu'est-ce qui se passe ? On finit par devoir lutter contre ces algorithmes, on passe notre temps à lutter contre les algorithmes. Et ce qui est intéressant, c'est que même les marques, même ces réseaux-là luttent contre les algorithmes. Instagram et Twitter n'arrêtent pas de dire qu'ils luttent contre les bots qui font des follow-unfollow et qui truandent l'algorithme, etc. Mais en fait, c'est leurs algorithmes à eux qui favorisent les bots, puisque finalement, comme vos contenus ne sont plus vus sur Instagram autrement qu'en utilisant ces bots, finalement vous êtes obligé d'utiliser ces bots si vous voulez continuer à ce que les algorithmes montrent vos contenus à plus de gens. Voilà, c'est un petit peu un système qui marche sur la tête. On devrait peut-être revenir à des systèmes qui soient plus simples, même si vraiment, on va le dire, Google ne va pas vraiment aller dans ce sens-là, Facebook ne va pas aller dans ce sens-là, Twitter ne va pas aller dans ce sens-là, Instagram non plus, parce que c'est leur business est construit sur ces algorithmes-là. En fait, finalement, on devrait se dire que le seul moyen pour les utilisateurs d'accéder au contenu devrait être, finalement, s'ils le demandent, spécifiquement, le recherche ou s'y abonne. C'était ce que faisait Google au départ, le moteur de recherche. Je posais une question au moteur de recherche, le moteur de recherche me répondait en fonction, non pas des paramètres de moi en tant qu'utilisateur, mais en fonction de la réponse qui lui semblait la plus pertinente à la question. Et c'était fait sur un tas de calculs qui venaient non pas de qui j'étais moi, mais de ce que la réponse semblait être en fonction d'une connaissance globale, d'un savoir global. Et finalement, on pourrait dire que la réponse à une question devrait finalement être la même pour tous, et non pas varier en fonction de la personne qui te demande. Si je demande à Google si la Terre est plate, il doit me répondre que la Terre elle est ronde, m'amener vers des contenus qui expliquent que la Terre est ronde et non pas me proposer des dizaines de vidéos démontrant que la Terre est plate par rapport à la pensée de certains qui va faire des calculs dans le ciel, etc. ou qui va démontrer que tel ou tel élément montre que la Terre est plate. Alors que, scientifiquement, il y a à côté des preuves et des photos, etc. qui montreraient que la Terre est ronde. S'il y a un doute sur le fait que la Terre est plate ou la Terre est ronde, il doit nous montrer les deux côtés, mais pas nous dire,
d'après ce que vous avez déjà regardé, je pense que la Terre est ronde. Et puis il y a une autre personne qui est à côté, d'après ce que vous avez regardé, je pense que la Terre est plate. Parce que finalement, on arrive à passer dans des espèces de mondes comme ça, un petit peu parallèles, où chacun pense qu'il est dans sa vérité à lui. Et vous savez, ça me rappelle ces débats sur l'homéopathie. On dit l'homéopathie c'est bon, c'est pas bon, etc. Je vais pas le trancher dessus. Mais il y a des gens qui sont dans un monde où finalement l'homéopathie c'est génial, et il y a des gens qui sont dans un monde où finalement l'homéopathie c'est le mal. Et quand vous tombez sur les discussions des uns et des autres, vous vous rendez compte que les deux mondes ne cohabitent jamais, ne discutent jamais ensemble, tout simplement parce que au bout d'un moment vous êtes enfermé dans votre bulle de ma terre est plate, ma terre à moi est ronde. Et pourtant on est sur la même terre. Et scientifiquement, il y a un moment donné où on devrait montrer des choses, et où Google, quand vous lui posez la question, il devrait vous répondre. Et s'il n'a pas vraiment la réponse, il devrait vous montrer les deux côtés. Voilà, on devrait donc, pour moi, se débarrasser des algorithmes, mais en fait, il y a peu de chances que ça arrive, je l'ai dit, Facebook, Google, Twitter, Instagram, Amazon et autres sont construits sur des algorithmes, ils sont construits sur ces algorithmes qui, c'est leur business. Et en fait, ils préfèrent passer leur temps à corriger les effets négatifs de ces algorithmes, plutôt que de corriger ou supprimer l'algorithme. Allez, un exemple pour finir. Facebook fait travailler des milliers de modérateurs supplémentaires tous les jours pour éliminer le contenu haineux qu'il monétise lui-même par ailleurs. En fait, il met un correctif, mais il ne va pas résoudre le problème sous-jacent. C'est-à-dire qu'il va laisser les contenus haineux parce que finalement il fait son business avec, et avec le business qu'il fait, la publicité qu'il fait dessus, qu'est-ce qu'il fait ? Il paye des gens pour éliminer ces contenus haineux. Oui, il y a un truc qui est pas logique. C'est pas l'existence des réseaux qui pose problème, c'est vraiment de comment sont implémentés les algorithmes et comment ils sont faits à l'intérieur de ces réseaux-là pour les faire fonctionner. Et c'est ça qu'il faut tuer, en fait, c'est ce fonctionnement-là des algorithmes. Et comme on peut toujours rêver et qu'ils vont pas les tuer de sitôt, qu'est-ce qu'on va faire dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent et les années qui viennent ? Nous allons faire en sorte d'apprendre à vivre avec ces algorithmes et d'être moins impactés par eux. Choix des outils, paramétrage des appareils, pratique, etc. On le voit, c'est le mouvement d'Apple aussi, avec le temps de connexion, etc. Vous voyez, toute cette surveillance-là. On va apprendre petit à petit à vivre avec ces algorithmes-là et à faire en sorte qu'ils aient moins d'impact sur nous. Je vous donne un exemple. En suivant moins de gens, par exemple, j'avais vu sur Twitter, je laisse beaucoup moins de chance à l'algorithme d'influencer ce que je vois, parce qu'en fait, il ne peut plus faire le tri. Et c'est même très amusant. J'ai un compte Instagram sur lequel je suis très peu de monde, parce que j'en ai parlé à personne pour l'instant. Je suis très peu de monde. Et tout simplement, je vois les contenus que ces gens-là racontent, tout simplement parce que je laisse pas la place à Instagram, à l'algorithme d'Instagram de faire un tri et de choisir pour moi ce que je dois voir ou je dois pas voir. Finalement, c'est aussi ce que j'entends et ce que j'ai constaté sur Twitter. En arrêtant de suivre beaucoup de gens sur Twitter, j'ai assaini mon Twitter, tout simplement, parce que je n'ai pas laissé la place non plus à des algorithmes, à des tris, à des bulles filtrantes, etc., d'agir. Et c'est aussi ce que je fais petit à petit sur les autres réseaux. J'en avais parlé certains avaient mis ça sur la détox numérique, et j'appelle pas ça une détox numérique, en fait. J'appelle ça plutôt, reprendre la main sur le fonctionnement de certains outils, et notamment, c'est ce que je fais beaucoup sur Facebook, où si vous me suivez en tant qu'ami sur Facebook, vous avez peut-être rendu compte que finalement, je raconte pas grand-chose en ce moment sur mon profil Facebook, mais c'est tout simplement que j'utilise Facebook d'une manière totalement différente, mais c'est aussi ce qui explique par exemple que j'ai lancé un forum avec le podcast, club.votrecoachweb.com, sur lequel il n'y a pas d'algorithme qui vous dit il faut absolument que vous regardiez ça ou quoi que ce soit. Il n'y a pas tous ces systèmes-là. Non, vous allez dans une catégorie, il y a les dernières discussions, elles sont juste classées par les discussions les plus récentes et les mises à jour récemment. Voilà, c'est un truc qui paraît tout bête comme ça, qui nous dit oui mais c'est très ancien, etc. Et oui, mais au moins comme ça, on sait ce qu'on est capable de chercher, on a un moteur de recherche, on est capable de retrouver des contenus récents, etc. Et on est capable d'aller retrouver plus facilement des contenus qui nous intéressent, plutôt que d'essayer de se battre contre des algorithmes qui passent leur temps finalement à nous montrer les contenus qui intéressent les marques qui les ont mis en place, plutôt que les contenus qui nous intéressent nous. Voilà, c'était ma petite réflexion philosophique de ce vendredi. Pour finir cette semaine, je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à lundi pour un nouvel épisode. Ciao les créateurs.